au serveur dans le cloud. Ça y est, c'est prêt à être enregistré et nous allons pouvoir commencer. Donc, bienvenue sur ce nouveau sujet qui est sur qui nous sommes, notre vraie nature, qui suis-je, qui je crois être et comment est-ce que je peux manifester qui je suis vraiment. C'est un sujet passionnant qui nous parle de la double nature de l'être humain, sa nature humaine et incarnée sur la terre et sa nature divine. Donc, je vais vous parler de qui suis-je, qui je crois être et qui je choisis d'être, qui je suis vraiment. Toujours toutes mes conférences, pour ceux qui ont l'habitude, et j'ai vu qu'il y avait quelques personnes que je connaissais qui étaient là, je commence toujours par cette phrase et je vous invite tous à imaginer le monde tel qu'il devrait être et à vous dire pourquoi pas, à retrousser vos manches et faire votre part de colibri. Nous pouvons tous imaginer un monde différent et nous pouvons tous y contribuer. Et on peut y contribuer en étant le changement que nous voudrions voir dans le monde. On commence par nous-mêmes. Et donc cette conférence va bien illustrer cet aspect, comment commencer par se changer soi. Voilà. Alors, on va avoir différents chapitres. Qui suis-je, qui je crois être, qui je choisis d'être, comment on fait pour être de plus en plus qui nous sommes vraiment. Et donc, le premier chapitre, c'est qui suis-je? Et beaucoup de stagiaires me posent la question dans tous les séminaires, qui suis-je? Je voudrais savoir qui je suis. Mais lorsqu'on pense à cette question, on ne pense pas du tout à notre vraie nature. On ne pense pas à cette nature parfaite que nous avons au fond de nous. On pense plus à notre structure de personnalité. Qui suis-je? C'est une vaste question. Premièrement, je ne suis pas mon corps physique. Qui je suis est incarné dans un corps physique, mais je ne suis pas mon corps physique. Qui je suis celui qui pense. Eh bien non, je ne suis pas celui qui pense. C'est Descartes qui dit « je pense donc je suis ». Ben non, je ne suis pas celui qui pense. Et celui qui pense, qui je suis, est en deçà de celui qui pense. Je suis observe celui qui pense. Je suis est l'observateur. Donc je ne suis pas celui qui pense. Je ne suis pas mon mental et je ne suis pas mon corps. Qui suis-je? Je suis allée au Pérou, j'ai travaillé avec un magnifique chaman à Chumac pendant des années au Pérou, en forêt amazonienne, du nord au sud du Pérou, dans les sites sacrés. Et lorsque j'étais dans la forêt, que je rencontrais les Indiens, ils me disaient toujours « tu portes en toi la perfection, tu as au fond de toi cette perfection ». Et les Indiens d'Amazonie disent que lorsque cette perfection se réveille, lorsque notre chakra du cœur s'ouvre, notre cœur s'ouvre et que nous aimons et que nous sommes centrés, que nous sommes sur notre axe, eh bien le jaguar se réveille en nous. Le jaguar est le symbole de notre perfection et de notre divinité. Et j'aime beaucoup ces images que j'ai ramenées du Pérou, qui montrent bien que nous avons cette nature humaine et divine au fond de nous, qui est là représentée par le jaguar. Qui suis-je si on se réfère au texte sacré? Dans tous les textes sacrés, on dit que l'homme est à l'image du divin. Et on dit aussi que je suis est unité. Je suis est le grand tout, fait partie du grand tout. Et lorsque je suis dans des très hauts plans de conscience, je peux faire cette expérience, cette sensation d'être le grand tout. Je l'ai vécu à plusieurs reprises et régulièrement. Et vous avez la sensation d'être la terre, d'être les nuages, d'être les arbres, les fleurs, les rochers, les animaux, d'être tout, d'appartenir à ce tout, d'être fondu dans ce grand tout.
Et nous cherchons sans cesse dans notre condition humaine à retrouver cette sensation que nous avons perdue. Et comme nous ne l'avons plus, nous avons une grande sensation de vide, comme si nous avions perdu quelque chose d'important, d'essentiel, et nous le cherchons à l'extérieur de nous, alors que ça se trouve en nous. Alors, qui suis-je? Si on voulait le définir simplement, eh bien, je suis celui qui observe, celui qui pense. J'ai un potentiel qui tend vers l'infini, qui tend vers la perfection. Ça veut dire que j'ai toutes les qualités de l'univers, tous les talents à ma disposition. Il suffit que je choisisse de m'y identifier et de les manifester. Lorsque je m'identifie à ce je suis, à qui je suis vraiment, eh bien, je le manifeste. Et je me manifeste de façon positive. Ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais, ce que je crée, tout ce qui va sortir de moi est positif pour moi-même, pour les autres, pour le monde, pour l'humanité, pour les générations futures, pour l'environnement, pour l'avenir de la planète. Voilà qui je suis lorsqu'il s'exprime, c'est un créateur de valeur. Et lorsque je m'identifie à qui je suis, eh bien, je suis centrée et je crée cette valeur pour moi-même, pour le monde et pour l'humanité. Alors retenez bien, chaque fois que vous dites « je suis » et que vous mettez quelque chose après, vous créez votre réalité. Chaque fois que vous émettez une pensée sur vous-même négative, vous créez quelque chose de négatif, une énergie négative, et qui attire sont pareils. Si vous mettez quelque chose de positif après « je suis », eh bien, vous allez attirer du positif, des personnes en résonance avec vous, avec le même niveau vibratoire, avec la même conscience, avec la même confiance dans la vie. Ce « je suis » façonne votre réalité. Soyez bien conscients. Alors, ne mettez que du positif autour de votre « je suis ». C'est votre vraie nature. Je suis lumière, je suis solaire, je suis liberté, je suis aimé, amour, je suis courageux, je suis magique, je suis magnifique, je suis magique, je suis passionné, je suis unique. Je suis chanceux, je suis lâcher prise, je suis confiance, je suis puissance, je suis fantastique, je suis fabuleux, je suis merveilleux. N'ayez pas peur, identifiez-vous à cette partie de vous que nous avons tous au fond de nous. Alors, on va aller un petit peu plus loin pour comprendre comment se manifeste ce « je suis ». Ce « je suis » habite mon corps physique. Mais je ne suis pas qu'un corps physique, je suis un corps d'énergie. Les médecines traditionnelles, l'acupuncture, connaissent bien ça, la médecine chinoise. Vous connaissez bien, nous n'avons pas qu'un corps physique, nous avons un corps d'énergie. Aujourd'hui, la physique quantique nous rejoint et nous montre que la matière, la plus petite particule de matière, qu'on appelle le quartz, et ensuite c'est un signal électromagnétique, eh bien cette plus petite particule de matière n'est pas de la matière, c'est une énergie. Donc nous avons un corps énergétique. J'ai très peu de représentations que je trouve valables, donc j'utilise cette représentation de Martin Brofman, qui n'est pas parfaite, mais qui au moins existe, pour vous montrer les différentes dimensions de notre corps énergétique. Nous avons sur notre corps énergétique différentes enveloppes. La première, on va l'appeler l'éthérique, elle est en rouge sur le dessin. Cette partie d'énergie éthérique, elle part avec le corps physique à la mort, alors que la partie suivante, en jaune, qui est le corps émotionnel, puis ensuite en bleu clair, le corps mental, puis en bleu plus large, le corps bouddhique, puis en violet, le corps atmique,
Eh bien, ces différents corps ont des niveaux vibratoires différents. Et sur le séminaire de 2 jours, vous pouvez le dimanche matin sentir avec la main sur chaque personne dont vous vous approchez, en posant l'intention. Vous allez sentir, en mettant juste la main comme ceci, sentir le corps énergétique, le corps éthérique, le corps émotionnel ou astral et le corps causal ou mental. Les corps suivants sont beaucoup plus difficiles à ressentir, il faut être très entraîné. Donc, je suis un corps d'énergie et mon je suis habite tout ce corps d'énergie. Ça ne s'arrête pas au corps atmique. En fait, il y a 75 corps de lumière. Et au niveau vibratoire, nous avons 352 niveaux vibratoires. C'est-à-dire que dans ce corps énergétique immense de 75 corps différents, nous avons 62 niveaux vibratoires différents. Plus je suis dans les corps physiques en bas, dans les bas niveaux de conscience, plus la vibratoire est lente, plus je monte dans les hautes sphères de la conscience, plus j'explore ces différents corps, et je vous expliquerai tout à l'heure comment, plus je monte dans des niveaux vibratoires élevés. Dans ce corps physique et dans ce corps énergétique, il y a des pompes. Le corps physique a un cœur qui fait circuler le sang dans tous les organes, sous la peau, dans les muscles, partout, jusque dans les os. Eh bien, le corps énergétique a aussi des pompes qui correspondent à ce qu'on appelle des chakras. Ils sont représentés sur le dessin de droite en noir et blanc que j'ai ramené d'Inde et qui vous montre les chakras, le chakra racine tout en bas, et puis tous les chakras, 2 doigts sous nombril au milieu de l'abdomen, au niveau du plexus solaire, au niveau du cœur, au niveau de la thyroïde, au niveau du 3e œil à la racine du nez et au sommet de la tête. Ces chakras, dans la réalité, sont à l'intérieur, mais ils rayonnent devant, ils rayonnent derrière. Ce n'est pas représenté sur le dessin. Et sur le séminaire de 2 jours, lorsque vous posez la main sur l'éthérique, puis sur le corps émotionnel astral, puis sur le corps mental, vous sentez les pulsions du chakra du cœur ou du plexus solaire en fonction de l'endroit où vous mettez la main. Et vous voyez que ce chakra du cœur ou ce chakra du plexus solaire rayonne très très loin. Donc, je suis qui je suis vraiment, habite ce corps énergétique dans sa globalité. Le corps énergétique a également des canaux, tout comme nous avons dans le corps physique des artères et des veines, eh bien nous avons des gros canaux qu'on appelle les méridiens, que vous connaissez bien, puisque ce sont les méridiens d'acupuncture. Nous avons également des canaux plus fins qui pourraient être les artérioles et les vénules du corps physique. Eh bien, dans le corps énergétique, on les appelle les nadis et on a, dit la tradition, 72 000 nadis. Notre corps énergétique est la maison de notre « je suis ». On va caractériser qui est « je suis », qui nous sommes vraiment, notre vraie nature, avec une approche qui vient des maîtres de l'Inde, qu'on appelle les 4 tattvas. Qu'est-ce qui caractérise qui nous sommes vraiment? Et donc, les 4 tattvas, je ne vais pas vous donner leur nom en sanskrit, je vais vous le donner en français. Le premier, c'est l'intégrité. Lorsque je suis se manifeste, je suis attentif aux mots, les mots MOTS, que j'utilise pour moi-même et pour les autres. Parce que tous les mots que j'utilise, toutes les pensées que j'ai et qui se formulent avec des mots sont créatrices. Et lorsque j'ai connu André Voisin, qui est l'ancien président d'Antenne 2, donc ça remonte à très longtemps, c'était dans les années 80, je travaillais avec lui, il me disait « Catherine, chaque fois que tu as une pensée négative, tu armes un fusil dans le monde. Alors soyons vigilants à nos mots. » André Voisin avait écrit de très jolis livres, dont l'un, je me souviens très bien de l'un qui s'appelle « Les contes du roi singe », qui étaient des contes ramenés de ses voyages dans les différents pays du monde.
Le deuxième aspect de l'intégrité, c'est respecter ses engagements. Ce n'est pas seulement les engagements envers les autres, mais c'est aussi les engagements vis-à-vis de moi. Qu'est-ce que ça veut dire, les engagements? Si par exemple, je me dis, je vais me mettre au régime, ou je vais me mettre à méditer tous les jours, ou je vais faire du yoga, ou je vais faire du sport toutes les semaines, eh bien, si je suis intègre, je vais respecter mon engagement vis-à-vis de moi-même et je vais tenir dans la durée. Je vais être persévérant. Respecter ses engagements vis-à-vis d'autrui, c'est la même chose. Je prends un engagement, je vais au bout de mon engagement envers les autres et envers moi-même. Plus vous êtes intègre, plus vous parlez juste, plus vos mots ont de la puissance créatrice et ça amène de la confiance en soi. Le deuxième aspect, c'est l'authenticité. Qu'est-ce que ça veut dire dans le sens tadvik, dans le sens indien du terme, être authentique? Ça veut dire qu'à chaque instant, je choisis de me manifester à mon plus haut degré de potentiel. Je choisis de m'identifier à mes talents, à mes capacités, à mes qualités, et je me manifeste à mon plus haut degré de possibilité. Je veille aussi à mettre en cohérence toutes les images que j'ai de moi. J'ai une image à l'intérieur de moi qui est souvent pas très gentille avec moi. J'ai tendance à me juger, pas assez, pas à la hauteur, pas capable, pas trop ceci, pas assez cela, le plus ceci, le moins cela. Donc mon image intérieure, celle que je me reconnais, n'est jamais très flatteuse. En revanche, l'image que je projette à l'extérieur, c'est l'appartement témoin. J'essaie toujours de donner aux autres la meilleure image de moi-même. Donc, je vais être dans ce que j'appelle moi l'appartement témoin. Les appartements témoins sont toujours parfaits, magnifiquement décorés, magnifiquement présentés. Et puis ensuite, quand on achète et qu'on retrouve un autre appartement, c'est peut-être plus toujours la même chose. Eh bien, c'est important que l'image que j'ai de moi, que je projette à l'extérieur, soit la plus juste possible en rapport avec l'image intérieure que j'ai de moi, qui doit être la plus juste possible, c'est-à-dire m'identifier à qui je suis et non pas à ma couche de personnalité qu'on verra tout à l'heure, à mes peurs, à mes insuffisances, à mes doutes. Et puis la dernière image, c'est l'image que les autres me renvoient. Et si les autres me renvoient une image qui est juste, eh bien les trois images vont être en harmonie. Et dans ce cas, tout est en cohérence et je suis authentique. Et lorsque je suis authentique et que je me manifeste, lorsque je suis intègre et que je me manifeste, je suis dans la joie. Je suis dans la capacité, dans la facilité, dans la légèreté. Si je ne me manifeste pas avec ces quatre tattvas, en tout cas avec ces deux premiers, je suis très vite dans l'impuissance et dans le doute. Troisième tattva, c'est la responsabilité. Je suis responsable. Je suis 100% responsable. En fait, je suis la source de toute chose dans ma vie. Tout ce que je vis d'une façon ou d'une autre, je l'ai attiré à moi. Toutes les manifestations de ma vie qui se produisent en moi et dans mon environnement, je les ai attirées par mon authenticité, mon intégrité, par l'énergie que je dégage. La responsabilité me rend puissant. Et elle me rend puissant car j'ai la faculté de décider chaque jour comment je me sens, quel que soit l'événement que je traverse. Je suis responsable de ce choix. Je peux choisir d'être triste en permanence, de déprimer. Je peux choisir d'être en colère, je peux choisir d'être frustrée. C'est mon choix et c'est ma responsabilité. Je peux choisir de lâcher prise, d'accepter, de faire confiance, de digérer et de donner la meilleure part de moi-même. C'est ma responsabilité. Je peux choisir de faire la tronche pendant des jours, de ne pas parler, de rejeter. C'est mon choix.
Et je peux choisir d'être dans la joie, dans l'amour. À ce moment, la vie devient facile, légère et merveilleusement agréable. Et le dernier tattva, c'est l'enrichissement. Lorsque je suis avec tous ces talents et ces qualités, eh bien, j'ai envie de partager. J'ai envie de permettre à d'autres d'être aussi. Et donc, à mesure que j'avance dans mon évolution, j'ai envie d'aider les autres à se révéler, à donner ce qu'il y a en eux de meilleur, à réussir et à être heureux et à s'épanouir. Ça s'appelle enrichir. Ce n'est pas être le donneur de leçons, dire: «Ah mais moi j'ai tout compris, je suis un maître, je vais vous expliquer, je vais vous montrer, mais non, tu te rends pas compte, tu as rien compris». Non. Enrichir, c'est être témoin, c'est-à-dire parce que nous sommes, par ce que nous manifestons, par l'exemple que nous donnons, nous devenons témoins. Et c'est en nous regardant que les autres vont dire: «Oh là là, mais qu'est-ce qu'il a changé? Mais qu'est-ce qu'elle a changé? Mais qu'est-ce que j'aime cette personne aujourd'hui, comme j'ai envie de lui ressembler». Nous montrons le chemin en étant des témoins. Voilà ce que ça veut dire enrichir. Ce n'est pas donner des leçons et être en incohérence, c'est juste être dans ce qu'il y a de meilleur en nous, le manifester. Ainsi, ça génère chez l'autre des vocations. Nous ne sommes pas séparés. L'autre, c'est moi. Lorsque nous sommes dans les très hauts plans de conscience, nous sommes tous les uns les autres. L'autre fait partie de moi. Donc, quand j'enrichis l'autre, c'est moi que j'enrichis. Alors maintenant, nous allons voir qui je crois être. Si nous n'avions pas oublié qui nous sommes, nous le manifesterions tout le temps. Malheureusement, nous avons oublié qui nous sommes. Et donc, nous allons voir qui je crois être. Voici le plan. Qui je crois être. En venant m'incarner dans ma condition humaine sur la Terre, je vais m'envelopper de couches. Je vais choisir ma famille, mes parents, mes proches, comme si, moi j'appelle ça passer des contrats d'âme avant de m'incarner. Je sais que ça pourra peut-être heurter certains d'entre vous, mais c'est ma conviction profonde. Et lorsqu'on va chercher nos mémoires d'incarnation en expansion de conscience, je vous expliquerai tout à l'heure, on découvre pourquoi on est venu, pour quelle mission d'incarnation et dans quelles conditions, et pourquoi on a choisi ces parents-là, cette famille-là. Donc, en venant m'incarner, je vais m'envelopper de couches. Et la première couche, celle que j'ai représentée en violet sur le dessin, c'est la couche du karma, c'est-à-dire les mémoires de mes vies passées. Nous avons des milliers de vies passées pour la plupart d'entre nous, certaines qui remontent à des milliers d'années. Eh bien, ces vies passées, si elles ont été difficiles, négatives, pas créatrices de valeur, j'arrive dans ce monde-ci avec une dette karmique et j'ai en synthèse dans cette vie-ci tout ce que je vais devoir réparer. C'est la première couche qui va teinter et commencer à construire ce qu'on appelle ma personnalité. Je ne suis pas ma personnalité. Ma personnalité, c'est qui je crois être. La deuxième couche, c'est le collectif. J'ai choisi un pays pour m'incarner dans une culture, dans un milieu social, dans une famille, avec peut-être une religion ou une spiritualité ou des convictions politiques, avec un régime politique, avec un climat, avec des écoles de pensée, avec des philosophes, avec des tas d'êtres magnifiques qui ont influé, puis d'autres un peu moins, eh bien, tout ce collectif va former ce qu'on appelle des égrégores, c'est-à-dire les amas de formes pensées qui appartiennent au collectif, auquel nous appartenons et qui nous conditionnent. Il y a également dans ce collectif tous les mythes, les symboles, tout ce qui touche à la culture, les contes, la mythologie,
propre à notre pays, à notre culture, et d'où va découler les archétypes dont peut-être nous aurons un peu de temps pour parler tout à l'heure, mais sinon ça fera l'objet d'une prochaine conférence. Et donc ce collectif nous enveloppe avec la couche des mémoires karmiques de notre dette karmique. Nous lui appartenons à cette couche collective, elle nous conditionne, elle nous façonne avec des us et coutumes, avec d'une éducation, avec ce que nous devons être ou ne pas être, dire ou ne pas dire, faire ou ne pas faire. Nous en faisons l'acquisition tout au long de notre éducation et tout au long de nos formations. La troisième couche, c'est la couche des mémoires familiales. Nous sommes enveloppés par les mémoires familiales et par les fidélités à nos ancêtres. Nous avons choisi des lignées d'hommes et des lignées de femmes, une lignée d'hommes chez notre lignée d'hommes dans notre famille paternelle, lignée de femmes dans notre famille maternelle, et nous sommes en fidélité avec ceux qui ont le même jour et le même mois de naissance que nous, et avec ceux qui ont le même prénom et avec ceux ou celles qui ont le même rang de fratrie. Qu'est-ce que ça veut dire être en fidélité familiale? Ça veut dire que je risque de recevoir en héritage des traits de caractère, de personnalité et d'histoire de cet ancêtre que je risque de reproduire. Ça, c'est ce qu'on appelle la couche familiale qui est en rose sur le dessin. La couche personnelle, c'est la couche que j'ai faite en rouge avec plein de piquants. C'est nous qui allons la construire avec notre expérience de la vie. Je vais en parler un petit peu plus loin. Et cette couche, elle se construit depuis notre conception jusqu'à aujourd'hui en fonction de ce que nous avons vécu. L'ensemble de ces couches forme ce qu'on appelle notre couche de personnalité extérieure qui enveloppe, qui enferme notre « je suis ». Et si notre histoire personnelle de notre conception à aujourd'hui a été difficile et douloureuse, progressivement je vais oublier tous les aspects de mon « je suis », mes qualités, mes talents, je vais les oublier et me construire progressivement une image de moi extrêmement réduite, extrêmement dévalorisée. Mon histoire personnelle, je l'ai représentée par ces petits éclairs et ces flèches, mon histoire personnelle nous impacte. Notre histoire, ce sont nos blessures, ce sont nos traumatismes, ce sont les carences, c'est tout ce qui nous a touchés depuis notre conception. Si je n'ai pas été désirée, si je n'ai pas été attendue, si j'ai été un enfant accident, si pendant la grossesse, je n'ai pas reçu d'amour, si pendant mon enfance, je n'ai pas été bien traitée, pas respectée, si j'ai été frappée, si j'ai mal été accompagnée, si je n'ai pas été valorisée. Tout ce que j'ai vécu de douloureux et de difficile forme des blessures qui vont impacter mon beau « je suis » et faire que progressivement, je vais oublier ma vraie nature et je vais construire autour de moi une image de moi réduite, très abîmée, très rétrécie. Je vais perdre la conscience de ma valeur. En fait, mon « je suis » est intact tout au fond. Et tout autour, j'ai construit toutes ces stratégies inconscientes pour m'adapter, pour survivre, pour compenser les manques et les vides, et je vais construire cette couche tout autour de moi. Toutes ces blessures que j'ai vécues, elles m'impactent, elles me blessent et elles agissent dans ma vie. Elles sont refoulées dans les profondeurs de mon inconscient. Je vous ai représenté en jaune une représentation de la structure de personnalité chez les psychanalystes. On dit qu'1 dixième de la personnalité est conscient et que 9 dixièmes est inconscient. Dans les profondeurs de mon inconscient, toutes mes blessures, toutes les flèches là sur le premier schéma, forment des mémoires refoulées dans les profondeurs.
et je mets des couvercles puissants par-dessus pour empêcher ces mémoires de remonter vers le conscient parce que c'est douloureux, pour les oublier, pour les refouler dans les profondeurs. Et face à toutes ces blessures, on m'a dit que j'étais pas capable, j'étais pas à la hauteur, j'étais pas assez, j'étais nulle, j'étais pas courageux, j'étais pas bien, j'étais le plus, le moins, etc. Eh bien, j'ai mis en place toutes ces stratégies pour compenser. Et puis, je vais chercher avec mes stratégies inconscientes avoir un peu de reconnaissance, des succès d'années d'amour, mais d'une façon un peu pervertie et qui va me donner ce qu'on appelle des bénéfices secondaires, c'est-à-dire des succès d'années d'amour, de reconnaissance, mais qui en fait me laissent dans une situation inconfortablement confortable. Alors au final, on a notre je suis, qui je suis vraiment. J'en ai oublié les 3/4 et j'ai cette couche énorme de personnalité avec la couche karmique, la couche collective, la couche familiale et la couche personnelle qui forme cette couche de personnalité extérieure. On l'appelle aussi le potentiel de vie contrarié. Dans cette couche, il y a toutes les mémoires douloureuses de mon histoire et il y a toutes les stratégies inconscientes qui conduisent vers des bénéfices secondaires et qui me maintiennent dans des situations inconfortablement confortables. Ainsi, cette couche, c'est qui je crois être. Et lorsque je suis dans cette couche, lorsque ma conscience se positionne dans cette couche, en fait, quand je suis dans cette couche, je suis déconnectée de ma conscience, c'est mon mental qui prend le pouvoir. Quand je suis dans cette couche, eh bien, je ne suis pas centrée et je ne suis pas créateur de valeur. On va regarder d'un peu plus près notre histoire personnelle. Pour pouvoir aller vers notre « je suis », il faut retraverser cette couche pour pouvoir reconnecter ensuite qui nous sommes vraiment. Et donc, pour aller à la rencontre de cette histoire personnelle, eh bien, on va essayer d'y faire face. Plus je fais face, plus mes blessures et les mémoires s'effacent. Plus j'accepte d'en prendre conscience, plus je vais pouvoir travailler dessus, pouvoir passer du décentrage au centrage et me comporter de meilleure manière et aller vers plus de joie, de lâcher prise, de réussite et d'épanouissement. Alors, comment faire face à son histoire personnelle? Mon histoire personnelle, elle commence avec mon incarnation dans une famille, avec nos parents, puis avec nos éducateurs, et puis notre environnement. Ils ont fait du mieux qu'ils ont pu, ils n'étaient pas parfaits, et c'est important de l'accepter. J'ai souvent entendu dans les séminaires, surtout sur le 4 jours, des personnes qui disaient: « Oh mais moi, ma mère, c'était une sainte. Ah mais mon père, je l'adore, il est extraordinaire, il est parfait. » Les personnes, ce n'était pas forcément les 2 parents qui étaient parfaits, mais souvent, on pense que nos parents ont été parfaits. Lorsque je suis entrée sur le chemin en 1980, j'étais persuadée que mes parents étaient parfaits, que ma famille était parfaite, que j'avais beaucoup de chance d'avoir des parents qui s'aimaient, une grande famille, nous étions 6 enfants, heureux, épanouis. Pour moi, il n'y avait pas de problème particulier et je ne comprenais pas pourquoi je ne m'épanouissais pas, pourquoi je n'étais pas heureuse et pourquoi je m'épuisais. Eh bien, faire face à notre histoire, c'est important. Je vais vous donner quelques pistes pour aller à la rencontre de votre histoire et vous dire que nos parents, nos éducateurs, notre environnement, nos grands-parents, nos amis ont des pouvoirs de domination sur nous. Je les classe, voyez, comme ceci. Il y en a 3, 4, 7. Et je vais vous donner quelques réflexions sur ces pouvoirs de domination. Je vous ferai une conférence spécialement sur les pouvoirs de domination, leur impact, leurs conséquences et comment les guérir.
Et là, ce soir, je vais vous donner juste quelques indications. Ces pouvoirs de domination, ils sont inspirés du travail de James Redfield, ils sont inspirés du livre des parents toxiques et ils sont inspirés de ma longue expérience de séminaire depuis les années 90. J'ai eu le temps de découvrir toutes les typologies parentales. Le parent intimidateur, c'est un parent autoritaire, mais dans le trop. On peut dire qu'il peut être dictateur, tyran parfois, perfectionniste, rigide, exigeant. Il peut être difficile. Il vous demande d'être parfait de façon inconsciente. Il ne vous le dit pas clairement, mais ça va générer ça chez vous. Et face à un parent comme ceci, l'enfant va être obligé de s'adapter, voire de se suradapter. Dans le parent intimidateur, on peut trouver également les parents colériques qui pètent les plombs, qui sautent, qui sont soupolés, qui ont de la violence verbale, voire de la violence physique. Il y a également, dans les cas extrêmes, le parent maltraitant qui peut battre, donner des coups, des claques, des fessées, du martinet, la chicotte, les bâtons, la ceinture, la trique sont des choses qui existent et que j'ai vues dans les séminaires. Ça peut être également de la maltraitance verbale, avec des mots, avec du langage du corps, avec des regards qui font peur. Eh bien, ça, c'est dans le chapitre intimidateur. Et puis, il y a encore un chapitre chez l'intimidateur, c'est le parent critique, jugeant, humiliant, qui compare, qui dénigre, qui rabaisse, qui méprise, et ceci impacte l'enfant puisqu'il va développer une image de lui-même très abîmée. Le parent interrogateur, c'est un parent inquisiteur, invasif, qui pose des questions tout le temps. C'est un parent qui veut tout savoir, qui contrôle, qui surveille. Mais c'est un parent aussi qui envahit et qui ne met pas la limite, qui peut aller jusqu'à ne pas respecter l'espace personnel de l'enfant. Il peut être intrusif, ne pas frapper à la porte de la salle de bain de l'adolescente, par exemple, ou du petit garçon qui devient adolescent. Il peut fouiller, ouvrir le courrier. Tout ceci va avoir un impact et des conséquences importantes. Je vous le traiterai en détail dans une prochaine conférence. Le troisième typologie de pouvoir sur l'enfant, c'est le parent indifférent. La première, ça va être le parent décédé. On l'appelle indifférent, ça ne veut pas dire forcément que le parent est indifférent, mais c'est la tête de chapitre que James Redfield a donnée. C'est-à-dire que le parent peut être décédé lorsque l'enfant est jeune, il n'a plus de papa ou il n'a plus de maman, mais ça peut être aussi un parent divorcé qui est loin et que l'enfant ne voit plus régulièrement. Ça peut être un parent qui est peu accessible, très pris dans son travail, dans sa carrière, un parent avec qui il est difficile de communiquer, de parler, un parent absent, alors qu'en fait, il est là, mais il n'est pas accessible et c'est difficile. La troisième typologie, c'est le parent plaintif-victime. Et le parent plaintif-victime, c'est un parent soit malade, dépressif ou une vraie maladie, ça peut être un cancer, ça peut être une pathologie importante qui va mettre l'enfant dans une certaine insécurité, mais ça peut être quelqu'un qui se plaint tout le temps, quelqu'un qui se sent victime tout le temps, quelqu'un qui a besoin d'être le centre du monde et qui va finir par positionner l'enfant en parent de lui-même, en parent du parent. Un plaintif-victime aura tendance à dire qu'il s'est sacrifié pour nous, avec tout ce qu'il a fait pour nous et nous le reprocher. Un parent plaintif-victime pourra être également un insatisfait chronique. Et quoi que vous fassiez, ce ne sera jamais assez. Le parent déficient peut être un parent qui a des problèmes avec des boissons alcoolisées, avec des addictions, donc l'alcoolisme, la drogue, les médicaments. Un parent enfant irresponsable, on peut trouver ce type de parent chez les parents déficients. Le parent pervers manipulateur, c'est un parent qui obtient tout ce qu'il veut sans jamais le demander. Et le pire de tout, c'est le pervers narcissique. Je vous en parlerai en détail dans une prochaine conférence.
c'est vraiment extrêmement violent, extrêmement douloureux et difficile. Et puis, il y a la perversion sexuelle, le corps de l'enfant n'est pas respecté, le toucher n'est pas sain sur le corps de l'enfant, ou simplement les énergies sexuelles parentales ne sont pas à leur juste place. Donc, je vous détaillerai ça, je crois que je l'ai prévu, cette conférence-là, pour janvier ou décembre, je ne sais plus, mais en tout cas, je vais vous faire une belle conférence complète sur tout cet aspect, sur toutes les conséquences en termes de driver, en termes de scénario, en termes d'injonction, et comment l'enfant se structure avec tout ça. Donc, accepter que nos parents ne sont pas parfaits. Et tout ça fait des blessures au fond de nous, et nous avons au fond de nous un enfant intérieur blessé, que nous avons oublié, que nous maintenons en silence, mais qui agit à travers nous. Qu'est-ce qui se passe avec ce qui je crois être? Qui je crois être, il a un super copain, c'est le mental. Le mental, c'est le copain de l'ego négatif. Et le mental et qui je crois être, cet ego négatif, forment une véritable association de malfaiteurs. D'abord, le mental pense tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il compare, il hiérarchise et il passe son temps à aller chercher au dehors, à mettre votre repère à l'extérieur et comparer pour vous rassurer et pour vous dire qui vous êtes. Donc, je suis pas assez, je suis trop, je suis plus, je suis moins, je suis le moins, je suis différent, etc. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Le jeu, l'ego négatif, n'existe que dans la comparaison et il se cherche à l'extérieur. C'est le repère extérieur. Et en fait, il sait très bien qu'il n'est pas je suis. Et il va passer son temps à vous aveugler avec un écran de pensée permanente. Il vous ramène dans le passé pour vous culpabiliser et vous dire oh, « t'as été nul, mais c'est ta faute, mais qu'est-ce que t'as fait, t'es pas capable, c'est pas possible ». Et vous allez vous retrouver en situation de victime, très malheureux, avec une mauvaise image de vous. Il va vous projeter dans le futur, il va vous dire « tu vas pas être à la hauteur, tu vas pas te savoir, tu vas pas pouvoir », vous allez avoir peur, vous allez douter, vous allez vous trouver pas légitime et vous n'oserez plus. L'ego, le qui je crois être, ne vit pas dans le présent. Je suis vit dans le présent en permanence. L'ego, le qui je crois être, vit soit dans le passé, soit dans le futur. Et ce qui je crois être avec son copain mental, ils ont peur de mourir, ils ont peur d'être démasqués. Et ils font en sorte que vous vous perdez. Alors vous vous identifiez à celui qui pense tout le temps et vous êtes sans arrêt dans une sensation de vide immense que vous essayez de combler par tous les moyens. Et vous allez chercher à combler ces vides en nourrissant cet ego, en subvenant à vos besoins. Bon, les besoins fondamentaux physiologiques, c'est normal, mais tout ce qui est besoin d'aller vers le social, d'être reconnu, d'être accepté, d'être accueilli, d'être aimé, et puis besoin d'estime de soi. Et c'est là où il y a des problèmes parce que vous avez tendance à vous juger, vous condamner. Et puis, il va falloir combler ce vide avec des stratégies inconscientes pour avoir un peu de reconnaissance, un peu d'amour. Et puis, vous allez compenser en courant après le pouvoir, après l'avoir, après la jouissance, après le paraître, et vous allez vous perdre dans l'illusion. Et vous allez oublier de vous rappeler qui vous êtes vraiment. Ainsi, lorsque qui je crois être se manifeste, vous êtes décentré et vous ne créez pas de valeur. Quelles sont les conséquences de qui je crois être? De toutes ces mémoires stockées dans l'inconscient, de toutes ces souffrances de l'enfant intérieur au fond de nous, eh bien, on va les voir maintenant. Et pour comprendre, on va faire les ponts avec un petit peu de neurophysiologie très simple que vous allez comprendre simplement. On va d'abord s'intéresser au cerveau humain. Le cerveau humain, il est formé d'un cerveau reptilien, c'est-à-dire le tronc cérébral, c'est la partie basse ici qu'on voit. Et puis, il a au centre en bleu
ce qu'on appelle le cerveau limbique avec les noyaux gris centraux, les corps calleux qui font comme une grosse langue, là, les deux cornes, et puis les petites cornes là devant qu'on appelle les amygdales, et puis à l'intérieur, il y a l'hippocampe, qui sont les centres, la zone réticulée, qui sont des centres de la mémoire très importants, et puis autour, on a le cerveau cognitif, c'est la substance grise. Voilà le cerveau. Eh bien, nos mémoires, donc vous retrouverez les détails sur le PowerPoint, il est sur le site Internet, vous retrouverez les détails du fonctionnement de chaque cerveau. Le cerveau reptilien, il arrive avec un programme, c'est celui qui s'occupe des automatismes pour nous maintenir en vie et pour nous défendre en cas de danger. Il est programmé. Le cerveau limbique, il arrive vierge à la naissance. Les centres de la mémoire sont vierges et nous allons le remplir dans la zone réticulée, dans l'hippocampe, dans ces zones cérébrales où se stockent les mémoires récentes puis les mémoires anciennes. Et donc, ce cerveau émotionnel va contenir tout notre référentiel mémoriel, tout ce que nous avons vécu depuis notre conception. Et puis au-dessus, le cerveau cognitif, c'est le copain qui pense. Alors on a un cerveau droit qui est plus dans l'intuition, la vision globale, et un cerveau gauche qui met plus les petites boîtes dans les grandes boîtes, plus dans la vision de détail, la logique, la linéarité, alors que le cerveau droit, il a une grande capacité de synthèse et c'est lui qui nous connecte à l'intuition. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de notre cerveau avec notre histoire? Eh bien, toutes les mémoires qui sont stockées dans notre inconscient, toutes les blessures de notre histoire, toutes ces petites flèches, ça forme ces mémoires positives que j'ai représentées avec des plus ou négatives que j'ai représentées avec des moins. Elles sont stockées dans le cerveau limbique, zone réticulée, hippocampe et dans d'autres centres. Et elles sont là et c'est complètement inconscient. J'ai oublié. Tout comme dans le dessin des psychanalystes, j'ai oublié toutes ces mémoires qui sont dans les profondeurs de mon inconscient sur lesquelles j'ai posé des couvercles. Eh bien, dans mon cerveau, c'est pareil, j'ai plein de mémoires que j'ai oubliées. Et puis, il y a un autre stockage de ces mémoires, c'est dans mon corps énergétique dont je vous parlais tout à l'heure. Les mémoires de mon histoire forment comme des condensations, comme des thromboses, des caillots dans les canaux énergétiques, dans les nadis, dans les méridiens. Et votre acupuncteur, lorsqu'il vous fait une séance dans vos muscles, sur vos méridiens, il essaie d'agir pour déboucher, pour permettre une meilleure circulation de l'énergie dans votre corps énergétique. Eh bien, toutes les mémoires de votre histoire personnelle sont stockées dans votre corps émotionnel, le jaune là et à cheval avec l'éthérique. Toutes les mémoires de votre histoire personnelle sont là. Les mémoires qui vous viennent des fidélités familiales sont un tout petit peu plus loin, à la limite du corps émotionnel et du corps causal. Et les mémoires collectives, toutes vos appartenances aux formes pensées, aux égrégores, aux religions, aux collectifs, aux mythes, etc., sont dans le corps causal ou corps mental. Et ces mémoires, en plus, elles ont des projections dans vos muscles. Elles forment des nodules, des boules dans les muscles. Et vous le savez, si vous vous faites masser, les massages bien-être, les massages ayurvédiques, il y a de magnifiques massages. Eh bien, lorsque vous vous faites masser, il est possible que la personne qui vous masse passe sur une de ces condensations, par exemple sur la cuisse ou sur le ventre ou sur le bras. Et en passant dessus, elle peut réveiller la mémoire, le prolongement de la mémoire qui vient de votre corps énergétique et qui se prolonge dans le muscle. Et d'un seul coup, vous pouvez avoir des émotions, des larmes, des sensations sans comprendre ce qui se passe, ce qui vous arrive, alors qu'en fait, vous réveillez la mémoire dans le corps musculaire.
En Inde, on appelle ces mémoires les mémoires musculaires. Ce sont les mémoires de notre histoire, de l'enfant, de l'adolescent, du jeune adulte, de l'adulte que nous sommes. Tout ça, ça forme des mémoires à l'intérieur des muscles. Ça forme des condensations. Et on peut travailler pour nettoyer et réparer ces mémoires. Et je vais vous expliquer un petit peu plus loin. La deuxième chose importante à savoir, en dehors du siège des mémoires, c'est qu'elles agissent à notre insu dans notre vie. Dans notre cerveau limbique, nous avons tout un référentiel avec les mémoires positives et les mémoires négatives engrammées depuis notre conception. Chaque fois que nous vivons une situation, quelle qu'elle soit, cette situation contient des informations. Ça peut être, je vais être appelée dans le bureau de mon chef, ou je vais faire une intervention ou une conférence quelque part, ou je suis appelée à faire un travail quelque part. Eh bien, il y a des informations sur les personnes qui vont être en ma présence, sur leur typologie, leur physique, leur image, leurs vêtements, leur barbe, leurs cheveux, leur caractère, etc. Eh bien, ces informations vont être scannées par mon cerveau limbique grâce à mes organes des sens, mes yeux, mon odorat, mon audition, ma sensation, bon, le toucher éventuellement, mais bon, on ne touche pas trop les gens dans notre culture. Et donc, ces informations, il suffit d'une qui vienne réveiller une mémoire. Une seule information suffit et ça vient réveiller, ça dit « Ah, mais ça ressemble à ça ». De façon inconsciente, la mémoire vient réveiller ce qu'il y a là dans mon cerveau. Si la mémoire est positive, il n'y a pas de souci parce que mes trois cerveaux vont travailler en collaboration. Mon cerveau cognitif a la vision globale de la situation avec le cerveau droit, la vision de détail avec le cerveau gauche. Le cerveau limbique dit la mémoire, c'est juste, c'est bon, j'aime, il n'y a pas de souci, c'est une mémoire positive. Et le cerveau reptilien dit, ah, elle aime, pas de souci, le corps, tu restes tranquille, fréquence cardiaque calme, tension artérielle calme, respiratoire calme, ok, tout va bien, j'aime, alors je suis dans l'action. Mon cerveau fonctionne à un rythme lent et calme, je suis relaxée, détendue et je vais même avoir tendance à être en onde alpha. C'est mon je suis qui s'exprime, je suis centrée parce que je suis en paix, je suis serein et je suis créateur de valeur. Imaginons maintenant que les informations de la situation viennent toucher une mémoire négative de mon cerveau. Et là, tout de suite, en à peine une seconde, il y a une compétition entre mes trois cerveaux. Le cerveau droit est complètement coupé, il n'y a plus que le cerveau gauche qui a que la vision de détail, le truc qui ne va pas, qui fait mal. Et c'est le cerveau limbique qui envoie l'information au cerveau reptilien et qui dit « Attention, je n'aime pas. Autrefois, ça s'est pas bien passé. Il y a un danger. Attention, préparez-vous. » Alors, tout le corps se met en préparation avec la libération des médiateurs neurologiques, comme l'adrénaline par exemple, et puis ça va agir par le biais de thalamus, de l'hypothalamus, de l'hypophyse, des corticosurrénales, et je vais être en situation de stress. Mes trois cerveaux sont en compétition, c'est le cerveau reptilien qui prend les commandes, parce que lorsqu'il y a un danger potentiel, le système réflexe est beaucoup plus efficace que le temps de monter au cognitif, de réfléchir et de prendre la décision. Il vaut mieux être en situation de réflexe. Alors, c'est la prise de pouvoir par le cerveau reptilien. Et le cerveau reptilien, c'est celui qu'on partage avec les crocodiles. Et un cerveau de crocodile, ça ne fonctionne que de trois manières. Et donc, dans cette situation, je vais être décentrée parce que ça crie attention, danger, ça crie je n'aime pas, et donc je vais être en réaction, je ne suis plus dans l'action. Mon cerveau passe en onde bêta, c'est l'hypervigilance, et je ne suis pas créateur de valeur parce que mon crocodile ne se comporte que de trois manières différentes.
Je suis sur mes gardes et je risque d'être dans la lutte offensive, de devenir agressif, en colère, de manipuler, d'être dans le rapport de force, dans le rapport de conflit, de mettre sous emprise dans le rapport, la prise de pouvoir, etc., d'avoir des passages à l'acte, de la violence physique, de la violence verbale, ou d'être dans la défensive et d'essayer de me justifier, de rationaliser, d'expliquer pour terminer et dire ce n'est pas ma faute. Le deuxième type de comportement, c'est la fuite psychique ou physique. Donc, je vais fuir physiquement, quitter les lieux. Je peux même fuir dans la lutte en partant, en claquant la porte. Ou alors, en situation difficile, je peux fuir dans ma tête. Je pars dans mon monde, dans mon imaginaire. Je me mets aux abonnés absents. Et puis, je peux me replier. Je me replie, je ne dis plus rien, je me tais. Je boude, je rumine, je me sidère, je peux jusqu'à aller me mettre sous emprise, me soumettre et me résigner. Voici les comportements reptiliens que nous pouvons avoir lorsqu'une mémoire négative du passé de notre enfant intérieur en souffrance qui n'a pas été réparée se projette sur mon présent. Donc ça, on vient de le voir, je vous l'ai expliqué, quand mes 3 cerveaux sont en compétition, je suis en situation de stress et donc j'ai mes fréquences cardiaques, tension artérielle, respiration qui augmente, tension musculaire, le foie libère du glycogène pour que j'ai l'énergie nécessaire pour répondre et si ça se répète trop souvent, je vais me retrouver très fatiguée, épuisée. Ça peut aller jusqu'à des troubles psychiques et comportementaux et de la somatisation. Alors au final, eh bien, j'ai 2 postures dans ma vie. Soit je suis centrée, soit je suis décentrée. Je suis centrée, ça veut dire que j'ai accès à qui je suis vraiment. Ça veut dire que toutes les activités que j'ai, les situations que je vis sont en harmonie avec des mémoires positives. Je me manifeste de façon juste. Mes 3 cerveaux coopèrent ensemble. J'ai toujours la vision globale de ce qui se passe et la vision de détail. Et j'ai accès à mon intuition et ma créativité qui vont m'aider et je crée de la valeur. Quand je suis en situation de stress, c'est que quelque part, c'est venu réveiller une mémoire de l'enfant en souffrance et donc je suis dans ma couche de personnalité extérieure. Je suis avec que mon cerveau gauche qui ne voit que les détails, qui pinaille et qui donne le pouvoir à mon copain mental, le copain de l'ego négatif. Et mes 3 cerveaux sont en compétition. C'est le cerveau reptilien qui va prendre le pouvoir. Je n'ai plus accès à la vision globale, je n'ai plus accès à mon intuition, je n'ai plus accès à la créativité. C'est pas évident de sortir d'une situation difficile quand je n'ai plus accès à tous ces talents-là. Et je ne suis pas créateur de valeur. Et nous avons un marqueur physiologique de cet état. Lorsque je suis centrée, ma fréquence cardiaque fonctionne en cohérence. Lorsque je suis décentrée, elle fonctionne en incohérence. Et on voit sur le schéma du haut, la courbe du haut, quand elle est en incohérence, les variations sont énormes. Lorsque je suis en cohérence, ma fréquence cardiaque fonctionne de façon extrêmement régulière, tout comme au niveau cérébral, mon cerveau va fonctionner en alpha quand je suis centrée, en bêta quand je suis décentrée. Alors, à partir du moment où j'ai bien compris qu'il y a 2 possibles en moi, qui je suis vraiment, ma divinité, ma perfection, tout ce qui m'amène de la joie, de la facilité, et puis qu'il y a qui je crois être, c'est-à-dire cette couche de personnalité extérieure qui s'est construite depuis mon enfance, eh bien, il va falloir que je choisisse de manifester qui je suis vraiment. Et comment faire pour manifester qui je suis vraiment? C'est pas si simple. Pour renaître à sa vraie nature, pour retrouver son potentiel, ça ne s'apprend pas dans les livres. Parce que la plupart du temps, qui je crois être ne fonctionne pas avec le cerveau cognitif droit, il ne fonctionne qu'avec le gauche, il ne permet pas la vision globale, il ne permet pas l'intuition, il ne permet pas la créativité.
il faut apprendre et expérimenter. Pourquoi expérimenter? Parce que toutes les mémoires de l'expérience sont dans le cerveau limbique et donc pour toucher au cerveau limbique, je ne peux pas l'apprendre dans les livres, il faut que j'en fasse l'expérience et il faut que je m'entraîne. Et donc, on va avoir une approche cognitive pour comprendre ce qui se passe, comme je vous l'explique là, et ensuite, on va expérimenter et on va apprendre à ouvrir sa conscience, à ressentir, à repérer ses émotions et les gérer, et tout doucement à remplacer notre habitude existante qui fait que le crocodile se manifeste en engrammant une habitude où c'est le je suis qui va venir se manifester à la place. Et ça ne se fait pas tout simplement, ça demande de l'entraînement. Alors comment on va faire? On a 2 axes de travail. Le premier axe, ça va être d'apprendre à reconnaître, gérer ses émotions, ses peurs, ses doutes, son stress, tout ce qui vient des mémoires du passé qui se projettent dans le présent. Si j'arrive à repérer le début de la projection qui me met mal à l'aise, je vais pouvoir apprendre à me centrer et gérer. Et la deuxième approche, ce serait d'aller passer le Karcher dans les mémoires du cerveau limbique, dans les mémoires du corps énergétique et dans les mémoires des muscles pour les nettoyer. Et donc, on va voir comment est-ce qu'on peut faire. Première étape, j'apprends à gérer mes émotions. Donc, pour gérer mes émotions, j'apprends que je suis 100% responsable. Et donc, pour faire ça, il faut que je sois conscient, que je ramène mon repère à l'intérieur. Il faut que je demande à mon mental de se calmer pour pouvoir redescendre dans mon corps, observer ce qui se passe dans mon corps et connecter mes émotions, mon ressenti. Si je suis dans ma tête, je ne peux pas sentir que je suis stressée, tendue, que j'ai le corps qui s'accélère, j'ai les mains qui deviennent moites, que j'ai des émotions avec des peurs, avec des doutes, avec des croyances. Et donc, si je suis dans ma tête, je n'ai pas conscience de tout ça. Donc, je dois d'abord revenir dans mon corps et observer ce qui se passe au fond de moi. Et puis, il faut accepter qu'on n'est pas Superman ni Wonder Woman. Parce qu'en fait, le plus difficile, c'est pas de se centrer. Je vais vous montrer comment on se centre et vous allez l'apprendre et vous allez pouvoir vous entraîner. Le plus difficile, c'est de repérer que nous sommes décentrés. Et c'est accepter que nous sommes vulnérables, que nous avons des peurs, que nous sommes gênés, sans avoir le copain le mental, le copain malfaiteur qui vient dire non, non, c'est pas vrai, c'est pas ma faute, c'est parce que, et qui vient justifier. Alors pour se centrer, plus difficile, je repère que je suis décentrée. Une fois que j'ai repéré, je pose l'intention. Au fond de moi, je dis, je me centre. Je me redresse, je décroise les jambes si je suis assis, je trouve la rectitude, je me redresse sur mon siège, je me redresse debout, je prends mon axe. Et pour faire ça, j'imagine que j'ai des racines dans les pieds qui descendent dans la terre. Je m'ancre dans la terre. Et puis, je me branche au ciel. J'imagine que j'ai un fil d'or qui monte vers le soleil, vers la lumière tout au fond du ciel. Et donc, je prends mon axe terre-ciel. Donc, je dis, je me centre, je me redresse, je mets mes pieds dans la terre, je branche ma tête au ciel, puis je porte ma conscience dans mon cœur. J'ai juste à dire, je mets ma conscience dans le cœur. J'ai rien d'autre, juste à dire ça. Et je respire lentement et calmement et amplement, sans faire de bruit. Personne ne le verra. Vous respirez lentement et calmement. En faisant ça, la cohérence cardiaque revient en moins d'1 minute et vous êtes centré. Et je suis peut se manifester. Et vos 3 cerveaux peuvent collaborer. Vous avez de nouveau accès à votre cerveau droit qui a la vision globale, à votre intuition, à votre créativité. Vous allez donner le meilleur de vous-même et vous allez créer de la valeur. En synthèse, repérez que je suis décentré, c'est ça qui n'est pas facile. Puis, pieds dans la terre, tête au ciel, conscience dans le cœur.
et je respire lentement et calmement. Mettez-vous des bips sur votre téléphone plusieurs fois dans la journée et centrez-vous, entraînez-vous. Vous verrez, ça va devenir un réflexe, ça va se faire automatiquement et après, quand vous en aurez besoin, ça se fera le plus facilement possible et le plus rapidement possible. Le plus difficile n'est pas de se centrer, tout le monde peut se centrer. Le plus difficile, c'est reconnaître que nous sommes décentrés au tout début pour pouvoir nous recentrer vite, le plus vite possible. Et donc, c'est d'accepter que nous sommes vulnérables. Deuxième étape du travail, donc première étape, on apprend à gérer ses émotions pour éviter quand les mémoires viennent réveiller des mémoires difficiles et se projeter sur le présent, éviter que cette projection ramène le crocodile. Quand je me centre, il n'y a plus de crocodile, je suis créateur de valeur, je suis dans l'action. La deuxième étape, c'est réparer les mémoires. Donc les mémoires qui sont dans le cerveau, dans l'inconscient, dans le corps énergétique, dans les muscles. Alors on a un système automatique, tout le monde l'a, ce système-là qu'on appelle l'auto-guérison ou le système adaptatif de traitement de l'information. C'est ce qui conduit à la résilience. Vous en avez entendu parler, il y a eu des livres écrits dessus. C'est-à-dire qu'avec le temps, une blessure, tout doucement, on va s'habituer à cette blessure, on va l'accepter, on va la digérer. Tout doucement, on va la refouler, l'oublier, l'envoyer dans le passé. Elle va être moins active dans nos vies de façon consciente, mais elle reste active de façon inconsciente. Donc l'auto-guérison permet de s'adapter, permet la résilience, mais n'amène pas la guérison complète. Qu'est-ce qui va permettre d'aller vers la guérison complète? Ce sont les états d'expansion de conscience. Et les états d'expansion de conscience vont permettre d'aller connecter les mémoires, de les nettoyer, de les réparer et de revenir libérés. Elles vont permettre de guérir notre enfant intérieur. Et donc, dans cette dernière partie de la conférence, je vais vous expliquer les états d'expansion de conscience. Donc, on va les définir rapidement. Les expansions de conscience, elles sont connues depuis des millénaires et on a commencé à les décrire, je dirais, plus particulièrement en Occident, je dirais depuis le 19e siècle. Mais dans d'autres pays, on les connaît depuis toujours. On peut les appeler l'illumination, le dream time, le nirvana, l'extase. Dans les très hauts niveaux d'expansion de conscience, c'est ça qu'on va vivre et qu'on va rechercher. Mais les états d'expansion de conscience, avant d'arriver à l'illumination, au nirvana, à l'extase, elles passent par différents plans. On a découvert, on a étudié à travers les chamans dans l'Amazonie, les chamans en Sibérie, les chamans en Australie, les chamans chez les Indiens et en Afrique, on a découvert que le chaman avait des états de transe qui conduisaient aux états d'expansion de conscience et qui amenaient le même travail. Et puis les chamans, ils ont aussi des plantes qui amènent ces états. La psychologie classique, par exemple, c'est Freud qui va parler de sentiments océaniques. Il a vécu un état comme ça, qui était proche de l'illumination, de l'extase, et il a dit, c'est comme si j'étais de retour dans le ventre maternel. Mais peut-être que dans le ventre maternel, on n'est pas toujours aussi bien que ça. Et donc, je pense que c'était plus un état lié à l'extase qu'un retour dans le ventre maternel. Et il appelle ça les états étranges de la conscience. Stanislas Grof, qui a créé la psychologie transpersonnelle et qui a beaucoup étudié ces états avec les plantes, avec des médicaments, avec du LSD, avec des drogues, il a fait beaucoup d'expériences et il y a beaucoup de comptes rendus intéressants et donc il les a appelés les états non ordinaires de conscience, modifiés de conscience ou d'expansion de conscience. Pour les caractériser en neurophysiologie, la médecine parlera de fréquences et d'ondes cérébrales. Les physiciens parleront de champs électromagnétiques et les mathématiciens verront qu'on peut faire les ponts avec les fractales à dimensions multiples. Pour définir les états d'expansion de conscience, il faut définir d'abord l'état de conscience ordinaire.
Donc, il y a un état de conscience habituel, quotidien. Si vous n'êtes pas endormi là maintenant, vous êtes en veille active. C'est un état neutre. Voilà, donc je vais vous passer la définition. Alors maintenant, comment est-ce qu'on définit de façon scientifique, sérieuse, les états d'expansion de conscience? Il y a un physicien qui a créé un laboratoire, c'est le professeur Monroe aux États-Unis, en 1952, qui a vécu ces états et qui a voulu comprendre et qui a créé un labo où il a étudié en détail pour qualifier, quantifier ces différents états, et son travail est remarquable. Il y a plusieurs laboratoires aujourd'hui qui étudient, notamment le laboratoire IONS, qui a été créé par Mitchell lorsqu'il est rentré de la Lune et qu'il a vécu un état d'extase, de dream time, d'illumination absolue en contemplant la planète Terre. Il était dans un plan de conscience très élevé et il a dit, lorsque je serai retraité, je créerai un laboratoire pour étudier ces états. Le Dalai Lama a d'ailleurs été étudié dans ce laboratoire IONS. Et donc, l'approche neurophysiologique, eh bien, pour quantifier les états d'expansion de conscience, on va utiliser les enregistrements électroencéphalographiques, c'est-à-dire quand on met des bigoudis partout sur la tête, là, sont des électrodes, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, et puis on enregistre l'activité électrique du cerveau. Le cerveau, en temps normal, il fonctionne avec différents rythmes. Et donc, en état de conscience ordinaire, on est en bêta, on est autour de 13 à 14 cycles par seconde. Puis, quand on se relaxe et qu'on s'endort, on va passer en alpha, 8 à 12, 13, voire 14. Et puis, une fois qu'on dort vraiment, on est en θ, 5 à 8 Hertz. Et puis, ensuite, quand on dort profondément, on est en delta, c'est 0,5 à 4,5 Hertz. Et lorsqu'on rêve, on est en état de sommeil paradoxal. Là, les ondes s'accélèrent, elles vont très vite et elles tournent autour de 30 à 35 Hertz. Voilà comment on va définir les états d'expansion de conscience de façon scientifique. En temps normal, le cerveau dort, l'être humain dort dans ces états. Eh bien, en état d'expansion de conscience, mon cerveau passe par ces différentes ondes, mais sans dormir. Mon corps est endormi, je suis profondément relaxé, détendu, mais mon esprit est éveillé, je suis conscient et mon cerveau passe par ces différents états et je vois, je sens, j'entends, il se passe plein de choses à mesure que j'avance dans ces états. La deuxième définition des états d'expansion de conscience, ce sont les travaux de Monroe, toujours, c'est une approche qualitative. À mesure que j'avance dans ces états et que mon cerveau passe de bêta en alpha, en θ, en delta, en gamma, je demande à la personne quelle conscience elle a du temps, quelle conscience elle a de l'espace, quelle conscience elle a du corps, de son corps, et quelle conscience elle a d'elle-même. Et avec toutes ces études pendant des années, il a obtenu des statistiques et de très beaux tableaux. Voici une représentation des ondes cérébrales, bêta, alpha, θ, delta. Donc, vous les voyez encore, ça, c'est tiré des livres de médecine. Et à l'époque, on n'avait pas encore d'enregistrement des ondes gamma. Et voici les enregistrements avec les ondes gamma, c'est-à-dire pendant les phases de rêve ou pendant des phases après un long temps pour arriver dans des états d'expansion de conscience très élevés. Eh bien, on passe d'abord de bêta, puis on vient en alpha, puis on va en θ, puis on va en delta, et ensuite on passe en gamma. Comment est-ce qu'on fait pour aller dans ces états? Vous en pratiquez sans même le savoir déjà depuis longtemps. Dès l'instant où vous vous relaxez, vous commencez à passer en alpha. Quand vous faites des techniques d'imagerie guidée, ça peut être du rêve éveillé, des visualisations, de l'hypnose consciente, toutes ces techniques d'imagerie, eh bien, vous pouvez passer en alpha, en θ, voire en delta. Tout dépendra de la personne qui vous accompagne.
Plus elle est entraînée aux états d'expansion de conscience, plus elle est stable, plus elle pourra vous emmener loin. L'hypnose, la visualisation, toutes ces techniques sont de très, très beaux outils pour travailler. Les techniques respiratoires, les enchaînements de respiration, les techniques tirées du yoga, du pranayama, du yoga, permettent des explorations extraordinaires. J'ai travaillé et je travaille toujours avec les techniques respiratoires que j'adore et je fais des trips absolument magnifiques rien qu'avec la respiration. Les pratiques corporelles, dès l'instant où vous faites du yoga, de la danse, de la course à pied, vous pouvez atteindre des états d'expansion de conscience. Le coureur à pied connaît bien ces états. C'est le moment où il passe dans le deuxième souffle, lorsque la course se fait de façon automatique, sans effort. On appelle ça ce deuxième souffle. Tout à coup, les jambes courent toutes seules. En fait, ce n'est plus le cerveau qui commande le mouvement. La course se fait en mouvement automatique, commandé par le corps énergétique. On a également cet état à la fin d'une séance de yoga, quand vous faites du yoga en silence, eh bien, vous pouvez à la fin, au moment de la relaxation, vivre de très belles et très beaux états d'expansion de conscience, comme dans les danses sacrées, par exemple. La méditation et la contemplation vont vous emmener en état d'expansion de conscience. Les sons, le chant harmonique, les cloches, le didgeridoo, le tambour, qui amène en transe, les chants sacrés, la musique classique, le chant grégorien. Dans les musiques, Bach, Mozart, Handel, Vivaldi, Haydn sont des musiciens qui sont des autoroutes pour aller en expansion de conscience. Le tambour, c'est pareil, le bruit de la mer, le bruit de la pluie, le bruit des cascades, le chant des baleines, plein de sons peuvent vous amener dans ces états. Et puis, il y a les plantes sacrées des chamans. Il y a une lettre en trop là, le chamanisme. Les plantes sacrées des chamans vont vous emmener dans des états. Donc, moi, j'ai pratiqué la plante africaine l'iboga dans des cérémonies, et puis j'ai travaillé avec toutes les autres plantes au Pérou, particulièrement l'ayahuasca, le cactus San Pedro. J'ai fait de nombreuses expériences et ces expériences vous amènent dans des états de conscience qui vous permettent de revisiter votre histoire, votre enfant intérieur, ses blessures. Et si vous avez déjà bien travaillé sur vous et qu'il n'y a plus grand-chose à voir, eh bien, la plante vous emmènera dans les dimensions de l'inconscient collectif, des lieux, des événements, de ce qui s'est passé dans le pays où vous êtes. Voilà. Les plantes sacrées, on ne fait pas n'importe quoi, c'est la grande mode en ce moment, tout le monde veut aller au Pérou, tout le monde veut avoir un chaman. Soyez vigilants, c'est dangereux. Beaucoup de gens reviennent pas totalement et sont dissociés au retour. Il faut être vraiment bien accompagné et ça, je dis attention, danger. Dernière technique, les outils Monroe. Alors là, vous pouvez y aller, il n'y a aucun danger. Les outils Monroe, après ses études, a mis au point des techniques sonores qui hémisynchronisent les deux hémisphères cérébraux et il vous emmène où il veut en état d'expansion de conscience. Et à force de faire du Monroe, on peut intégrer ces états et tous les talents qui correspondent à ces états dans la vie quotidienne. C'est un remarquable travail et il n'y a absolument aucun danger. Il vous emmène, il vous ramène uniquement avec des techniques sonores. Donc, je recommande de faire les séminaires Monroe pour pouvoir utiliser dans de bonnes conditions. Je vous apprends sur le 2 jours à aller dans les premiers focus, puisque Monroe a pu définir des focus qui correspondent aux différents plans de conscience. Je les expliquerai un petit peu plus loin. Et donc, à la fin du 2 jours, vous savez comment on peut utiliser un CD Monroe dans de bonnes conditions, mais je recommande les formations qui sont passionnantes et extrêmement riches. Alors, voilà une description qualitative avec un tableau récapitulatif. Ne vous attardez pas dessus maintenant, je vais vous expliquer de façon plus simple avec mes petits schémas qui suivent. Donc, qu'est-ce qui se passe quand je pars en expansion de conscience? Eh bien, mon corps s'endort
et ma conscience s'expanse. Qu'est-ce que ça veut dire, ma conscience s'expanse? Ça veut dire qu'elle va quitter mon corps physique et s'expanser dans mon corps éthérique, dans mon corps émotionnel, dans mon corps mental, bouddhique, atmique. Tout à coup, le niveau vibratoire me permet d'entrer en connexion avec mes différents corps. Et ma conscience dans ces différents corps a des sens subtils, elle voit, elle entend, elle ressent, elle sait. Elle est visuelle, auditive, cognitive, kinesthésique. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand je suis en onde bêta, ma conscience est dans mon corps physique et la perception que j'ai de mon corps physique est limitée. J'ai une limite à mon corps physique et je le sens bien. Quand je passe en alpha et que je commence tout doucement à avancer vers les θ, j'ai la sensation que mon corps gonfle, que mes mains gonflent. Sur le 2 jours, on l'expérimente avec un CD Monroe. Et je comprends que je ne suis pas qu'un corps physique, je suis un corps d'énergie. Et cette conscience peut visiter ce corps d'énergie éthérique, le corps émotionnel en θ, le corps mental en delta, et à partir du bouddhique et de l'atmique en gamma. Je visite ces corps. Et qu'est-ce qui se passe quand je visite ces corps? Eh bien, je vais rencontrer les mémoires et je vais rencontrer mon histoire. On a vu qu'il fallait aller à la rencontre de ses blessures, de son enfant intérieur, de son histoire d'adolescent, de jeune adulte, qu'il fallait faire face à son histoire, que nos parents ne sont pas parfaits et qu'ils ont fait de leur mieux. Moi-même, avec 40 ans de développement personnel, je ne suis pas une mère parfaite, tout juste acceptable, me dit avec humour mon dernier fils qui a 30 ans, tout juste acceptable, alors que lui, il a été conçu et il est né à l'époque où j'avais déjà avancé, alors que mes aînés, eux, ils ont eu des mères terribles, intimidatrices et tout ce qui s'ensuit. Donc, je fais face à mon histoire. Et ensuite, je pars en expansion de conscience. Je vais expanser ma conscience vers l'éthérique et vers l'émotionnel et je vais aller à la rencontre des mémoires de mon histoire. Toutes les petites boules rouges là que vous voyez, ce sont des mémoires. Alors, il y en a plein, mais on n'est pas obligé d'aller les chercher toutes parce que ça agit très vite et ça nous fait évoluer très vite. J'expanse ma conscience dans le corps émotionnel. Je connecte la mémoire, qui est une condensation sur le canal énergétique. Ça fait comme une boule sur mon canal énergétique. Et donc, le fait de connecter cette mémoire permet d'ouvrir la condensation. Et lorsqu'elle s'ouvre, toutes les émotions du passé qui sont contenues dedans vont se réveiller. Il est possible que je pleure, il est possible que j'ai peur, il est possible que je ressente de la colère, de la haine, que ça fasse mal. C'est OK, j'accepte et je me réjouis parce que je nettoie et je répare la mémoire. Et moi, l'adulte d'aujourd'hui, je vais à l'écoute du petit enfant d'autrefois, de l'adolescent, du jeune adulte, de l'adulte. Je vais écouter ce qui se passe et il me raconte son histoire. Et je vois ses peurs, sa colère, sa tristesse, sa souffrance, ses carences, ses manques. Et moi, l'adulte d'aujourd'hui, je deviens son parent bienveillant. Je vais le prendre dans mes bras, je vais l'écouter, le consoler. Et ainsi, en allant dans ce corps émotionnel, je peux aller à la rencontre de plein de mémoires. Si je vais un peu plus loin, je vais tomber sur des mémoires de mon histoire familiale. Il arrivera même que je puisse lever des secrets de mon histoire, de ma famille, qui n'ont pas été révélés. Et puis, je pourrais le vérifier auprès des personnes qui sont encore vivantes. Et il arrive même, c'est arrivé plusieurs fois, que la personne découvre que tout le monde était au courant, sauf elle. Et que, par exemple, son père n'est pas son père, eh bien, tout le monde le savait, sauf elle.
Et puis la dernière, ce sont les mémoires collectives. Je vais pouvoir travailler sur les mémoires du collectif, les égrégores, les archétypes, et faire en sorte que tout ceci soit harmonisé et en paix. Alors, comment je fais pour travailler sur la mémoire de l'enfant? Eh bien, je vais la chercher, je m'expanse et je tombe dessus et elle monte. Quand je suis prêt, elle arrive. Les mémoires ne viennent pas si je ne suis pas prêt à la recevoir. Ne s'ouvrent que les mémoires qui correspondent au niveau d'énergie que j'ai sur le moment. Si mon énergie n'est pas suffisante, si je suis un peu déprimée, un peu fatiguée, eh bien, je ne toucherai pas les mémoires difficiles, je vais toucher les mémoires plus légères. Au séminaire de 2 jours, les stagiaires retrouvent beaucoup de mémoires, mais qui leur sont plutôt connues. La première expansion de conscience, on ne touche pas souvent à des mémoires complètement oubliées. Mais ça arrive, au dernier séminaire, il y avait plusieurs personnes qui ont touché des mémoires complètement oubliées, complètement refoulées. Donc, les émotions se libèrent, je vais à la rencontre de ce petit enfant. Je vais chercher ce petit enfant, vous le voyez dans le schéma de droite, il y a un petit enfant sous la cascade. Eh bien, je l'emmène avec moi et je m'expanse jusque dans le corps atmique, jusque sous la source. Dans le corps atmique, c'est un corps de lumière et d'amour. Lorsqu'on va dans le corps atmique, on fait l'expérience de la lumière et de l'amour. Eh bien là, on imagine qu'il y a une cascade de lumière et d'amour et je vais mettre mon petit enfant blessé ou mon adolescent ou mon adulte, la partie de moi qui est en souffrance sous cette cascade. Et la lumière va le remplir, le nettoyer, le purifier. Cette source de lumière et d'amour fait son œuvre et l'enfant devient un soleil qui rayonne, il devient un diamant scintillant. Et lorsqu'il est complètement réparé par cette source d'amour, eh bien, je le ramène dans mon cœur. Et vous le voyez là, lové dans le cœur. Sur les images de gauche, vous voyez bien l'enfant sous la source. Et là, au milieu, l'enfant dans le chakra du cœur, dans le cœur. Ce n'est plus qu'un diamant scintillant, un enfant de lumière. Toutes les blessures, les mémoires du petit se réparent jour après jour, les unes après les autres, à mesure que j'y vais et que je répare. Et l'enfant blessé, réparé, prend la place de l'enfant blessé en souffrance. Une fois qu'il est lové dans mon cœur, il est en paix, la mémoire est nettoyée, elle est nettoyée dans le corps énergétique, elle est nettoyée dans l'espace musculaire, elle est nettoyée dans le cerveau limbique, elle est nettoyée dans les profondeurs de l'inconscient. Mon enfant réparé est revenu à l'intérieur de moi avec tous ses talents. L'énergie qui était coincée, on va voir un petit peu plus loin, non, c'est là, ah bon, on ne le voit pas. L'énergie qui était coincée derrière la condensation, elle se libère et l'énergie recircule dans mon corps énergétique. Les talents qui étaient coincés derrière la condensation reviennent à la vie, reviennent disponibles et je peux prendre conscience de ma valeur, de mes talents et les manifester. Je quitte la peur, le doute, je me répare, je suis plus dans la confiance. La dernière étape de ce travail, c'est aller chercher la colère et le ressentiment qu'on a au fond de soi, au fond de la mémoire qui était dans les profondeurs. Je vais chercher ma colère et mon ressentiment qui peuvent aller vers le parent ou la personne qui m'a fait souffrir dans l'histoire. Et donc, je vais lui dire et je vais le visualiser comme moi avec son centre, son je suis, et autour sa couche, toute sa couche de personnalité extérieure. Et donc, avec ma colère, mon ressentiment, ma douleur, je vais détruire la couche d'ombre de ce parent ou de cette personne qui m'a fait souffrir. Je la réduis en cendres. Et si j'y arrive pas, je peux utiliser un marteau-piqueur, un pistolet laser, une batte de baseball. Vous avez le choix, une bombe atomique, vous prenez ce que vous voulez, mais vous cassez cette couche d'ombre. Ainsi, sous la source, vous emmenez le parent de lumière, le parent qui va se réparer sous la source, vous l'emmenez là-haut.
Et sous la source, sous la lumière, la même source, la même cascade que l'enfant, que celle où il était, votre parent va se réparer. Vous allez renoncer à votre colère, vous allez renoncer à votre vengeance, à votre haine. Vous allez faire rémission de la souffrance, de l'offense. Et centré sur le cœur, vous allez pouvoir rétablir le lien d'amour avec le parent. Et vous allez sentir partir de votre cœur ce lien d'amour qui se répare et vous allez pouvoir pardonner. Le pardon, c'est par le don de l'amour. Je pardonne à mon père, je pardonne à ma mère, à tous ceux qui m'ont fait souffrir jour après jour. Je te pardonne. En pardonnant, je me libère, je le libère, je retrouve mes talents, je retrouve mon énergie. Et lorsque le pardon est fait, la mémoire est complètement guérie. Ainsi, j'ai nettoyé, ainsi elle n'est plus active, ainsi je ne suis plus décentrée, ainsi je suis de plus en plus en paix, de plus en plus serein. J'ai de plus en plus confiance dans mes talents, dans mes qualités, dans qui je suis, et je le manifeste de plus en plus. Alors, on va voir qu'on peut nettoyer toutes les autres mémoires, les mémoires karmiques, les mémoires des vies antérieures, mais on a tout dans cette vie-ci, c'est pas la peine de se perdre dans les mémoires du passé, travaillons plutôt les mémoires de cette vie-ci depuis notre conception jusqu'à aujourd'hui. On va dans les mémoires karmiques quelquefois quand c'est nécessaire, mais je ne le recommande pas trop, sauf dans des cas bien particuliers. On va aller chercher les mémoires familiales et la première chose, en allant chercher les mémoires familiales, on va honorer nos ancêtres, on va les inonder d'amour, de compassion, les aimer et les remercier remplis de gratitude pour tout ce qu'ils nous ont transmis, tout ce qu'ils nous ont donné comme don, comme talent. Et on va leur demander de nous libérer des fidélités négatives. On va ainsi pouvoir réparer l'arbre généalogique et lever tous les secrets. On pourra compléter avec des constellations familiales, de la psychogénéalogie, ce qui fait un travail extraordinaire sur les mémoires familiales. Et je travaille avec une personne sur Fréjus qui fait un travail remarquable, Dominique Jacob. Et puis, on pourra aller chercher les mémoires collectives, donc on va faire la paix avec les égrégores avec lesquels on est en lien, auxquels on appartient, parce que les égrégores, les amas de formes pensées, par exemple les religions ont des égrégores extrêmement puissants, et elles ont des parts d'ombre et des parts de lumière, eh bien on va leur envoyer de la lumière, on va faire la paix avec eux, et on va pouvoir être en harmonie. On va pouvoir intégrer le pouvoir des familles d'archétypes qui viennent des mythes, des symboles, mais qui sont des formes, ce que Jung appelle des préformes vides. Moi, j'appelle ça des manteaux énergétiques qui viennent nous habiller et nous transformer en guerriers de lumière ou en dragons qui crachent du feu, suivant si c'est l'ego ou l'être qui l'habille. Je vous ferai une conférence sur les archétypes. Et ensuite, le fait de nettoyer et de réparer, d'harmoniser tout ça, on développe la puissance de qui nous sommes, de notre « je suis ». Ensuite, si on s'expanse un peu plus loin, au-delà des corps où il y a les mémoires, on va vers les corps de lumière, le corps atmique, le corps bouddhique, eh bien, on a la sensation de revenir à la maison. On vibre, on résonne, on est rempli de lumière, on est rempli d'amour. Et c'est là qu'on va faire la véritable expérience de qui nous sommes vraiment. On va dans ces corps, dans cet espace de lumière et d'amour pour réparer, mais on y va aussi sur le séminaire de 2 jours, le dimanche matin, avec les expériences, avec des techniques, je dirais des mouvements du corps physique, tirés du yoga, du qigong, de la respiration, de la méditation. Et on emmène tout le monde dans cet espace de lumière et d'amour. Et c'est là, quand vous arrivez là-haut, vous dites « Waouh, j'étais comme si j'étais à la maison, j'étais entourée de lumière, entourée d'amour. » Et c'est là où vous commencez à voir, si vous êtes visuel, à entendre, si vous êtes auditif, à ressentir, si vous êtes kinesthésique, à savoir, si vous êtes cognitif. Et si vous êtes la totale, ben c'est Bollywood, vous voyez, en couleur, en cinémascope. Vous allez faire là-haut l'expérience de votre vraie nature de « je suis ». Et l'objectif, c'est de le ramener dans la conscience ordinaire
pour le manifester. Les personnes qui ont fait des NDE, il y en a régulièrement sur les séminaires de 2 jours, c'est-à-dire des expériences de mort imminente. Eh bien, les personnes qui ont vécu ça disent: quand j'ai fait ma NDE, c'est là que je suis allée, c'est là que je suis retournée, je revois les mêmes choses que j'avais vues quand j'ai fait cette expérience de mort imminente. Qu'est-ce qu'on voit également dans ces corps de lumière? On va rencontrer les énergies subtiles de lumière et d'amour qu'on peut appeler masculin divin, féminin divin, des énergies christiques. Alors, il y a des personnes qui disent qu'elles ont vu Jésus, Marie, Marie-Madeleine, Jean-Baptiste, des saints, des anges, les mères divines, des archanges, des guides, des maîtres ascensionnés. Les témoignages varient en fonction des personnes. Beaucoup disent avoir rencontré leurs parents décédés qui sont venus les prendre dans leurs bras, leur donner des messages, faire la paix avec eux si ce n'était pas fait. D'autres disent avoir reçu des soins, de l'enseignement, des messages, des initiations, avoir reçu des cadeaux symboliques avec des messages. On peut aussi aller visiter des lieux sublimes qu'on pourrait appeler le Jardin d'Éden ou Shambhala, ou ce que moi j'appelle, j'ai mis ce mot-là parce que je ne sais pas comment il s'appelle ce lieu, la thalasso des âmes. C'est le lieu où l'on va lorsqu'on est décédé pour se régénérer avant de poursuivre notre vie dans cette autre dimension. On va trouver des universités, des ashrams de cristal, des cathédrales de cristal, etc. On peut voir des choses extraordinaires en fonction des personnes. Tout le monde ne voit pas tout ça, mais beaucoup voient beaucoup de choses et les témoignages sont toujours très émouvants. Donc, quand on part en expansion de conscience dans les corps de lumière bouddhiques, atmiques, voilà ce qui risque de vous arriver et je vous le souhaite de tout cœur. Alors, qu'est-ce que... Ah non, c'est pas la bonne. Voilà. Et donc maintenant, si on pratique régulièrement ces états d'expansion de conscience et que tout doucement, on se connecte de plus en plus à qui nous sommes vraiment et qu'on le manifeste, eh bien voilà ce qui va nous arriver. Avec les états d'expansion de conscience, on peut explorer toutes les dimensions de l'inconscient personnel, on peut l'explorer de notre conception jusqu'à aujourd'hui, on peut explorer l'histoire familiale, les archétypes, les sous-personnalités, les égrégores. On va faire l'expérience de notre corps énergétique pour développer notre vitalité. On va avoir de plus en plus d'énergie. On a de plus en plus la pêche. On est de plus en plus dans la joie. Le seul risque, c'est qu'on a tellement d'énergie qu'on oublie qu'on a un corps physique. Et de temps en temps, il vous rappelle à l'ordre en disant « t'exagères, tu pourrais t'occuper un peu de moi ». Et donc, l'expérience de l'énergie, c'est magnifique. On fait l'expérience de ces chakras, des nadis, on peut dénouer les nœuds, les condensations. On va éveiller sa kundalini, c'est-à-dire l'énergie endormie au fond du bassin qui peut monter le long de la colonne vertébrale. Et à mesure que l'énergie se réveille, on va voir apparaître des mouvements automatiques rotatoires lorsque les deux canaux Ida et Pingala qui sont dans le corps énergétique se reperméabilisent, ces canaux Ida et Pingala, ils montent en spirale le long de la colonne vertébrale, puis reviennent sur le plancher nasal. Eh bien, Ida et Pingala, lorsqu'ils se remplissent de nouveau d'énergie, que ça circule bien, on voit ces mouvements rotatoires dans un sens, dans l'autre, qui apparaissent, qui correspondent à Ida et Pingala. Puis, ensuite, quand on commence à être bien stabilisé en ce qu'on appelle le focus 15 de Monroe, on voit apparaître la danse de Shiva, de jolis mouvements qui accompagnent également les mouvements rotatoires et qui font la danse. C'est ce qu'on voit dans les temples en Inde, où on voit des gens, des déesses ou des personnes qui ont plein de bras. En fait, tous les bras viennent représenter les mouvements automatiques. Et puis la dernière étape, c'est l'éveil de la Kundalini. Le petit serpent qui est caché au fond du bassin se réveille et monte le long de la colonne vertébrale. Il va monter là sous la gorge, puis jusqu'au troisième œil, puis au sommet de la tête. Et on voit le troisième œil commence à pulser, le septième chakra également, et ça monte et ça peut faire du feu d'artifice. Comment est-ce qu'on va contacter? Plus jour après jour, vous allez avoir envie de vivre, de donner, de recevoir, d'aimer. Vous allez être motivé, vous allez être rempli de joie, d'envie et vous allez être de plus en plus enthousiaste. C'est un mot que j'adore
parce que enthousiaste, ça vient du grec in théos, qui veut dire en Dieu, et en Dieu, ça veut dire que j'ai reconnecté ma partie divine, ma partie sublime qui tend vers la perfection. On va retrouver tous ces talents. Plus on développe ces talents, plus on va aller vers sa mission et son projet de vie, plus vous allez donner du sens à votre vie. Vous allez développer des perceptions subtiles. En Inde, on parle de 21 sens, mais vous pouvez développer de la clairaudience, de la clairsentience, de la clairvoyance, des capacités de plus en plus subtiles, entendre, connecter, ressentir, et qui vont vous aider dans le quotidien ou dans vos activités. De plus en plus, vous allez être dans le lâcher-prise et dans la confiance. Vous allez vivre en paix, serein. Il n'y a plus de peur, il n'y a plus de doute, il n'y a plus de « je ne suis pas légitime ». Vous êtes en confiance et la vie vous porte et au final, vous vous abandonnez dans les bras de la vie qui veut le meilleur pour vous et qui s'occupe vraiment de vous. Vous allez pouvoir expérimenter la puissance de l'intention et le pouvoir de la création. Plus vos pensées sont créatrices, plus elles sont à un niveau vibratoire élevé, plus vous les posez en état d'expansion de conscience, plus vous commencez à créer. Vous rencontrerez d'autres formes d'énergie. Quand vous êtes dans ces états dans la nature, vous connectez les énergies des âmes, vous pouvez les sentir. J'ai des petits-fils, à l'âge de 6-7 ans, ils commençaient déjà à sentir les corps énergétiques des arbres. On les sent vibrer, ça, comme ils disaient, ça chatouille dans les mains. Ils appelaient ça les pouvoirs magiques de leur granny, de leur grand-mère. Voilà, donc vous allez découvrir toutes ces formes et puis dans les mondes subtils, vous allez rencontrer peut-être les âmes de vos défunts pour parler avec eux, pour échanger dans ces états, c'est magnifique, et puis d'autres énergies. On peut explorer le temps, l'espace, les planètes, les vies antérieures. Vous allez découvrir que vous avez accès à de la connaissance, à de l'information, à des solutions pour les problèmes. Vous posez votre intention, vous partez en expansion de conscience et ça descend. L'objectif, c'est de ne pas occuper la ligne. Si votre mental occupe la ligne, vous ne recevrez pas les informations. À mesure que vous évoluez, vous changez votre regard sur le monde, vous avez une plus grande conscience du monde et vous avez de plus en plus envie de devenir des créateurs de valeurs globales, de respecter la planète, de respecter l'environnement, les autres, le monde, l'humanité, et de devenir des colibris qui font leur part pour aller vers ce monde meilleur. Et vous développez de façon certaine l'intelligence de l'âme et l'intelligence du cœur. Il n'y a pas que l'intelligence cognitive, l'intelligence de l'âme et du cœur sont des intelligences sublimes et qui vous permettent d'aimer de façon inconditionnelle, sans oublier la loi, et d'avoir une relation à l'autre dans le cœur et dans l'empathie, de voir en chacune des personnes que vous rencontrez, une partie de vous, donc de la respecter et de chercher ce qu'il y a en elle de meilleur et de lui permettre de manifester ce qu'il y a de meilleur au fond d'elle. Alors vous exprimez votre vraie nature à chaque instant, vous êtes intensément dans le présent et vous êtes dans la joie. Vous n'êtes plus dans l'illusion de la séparation, où on est chacun pour soi, profit court terme et séparés les uns des autres. Vous vivez de plus en plus ce sentiment d'unité. Et quand on est dans ces états, il y a un marqueur physiologique qui a été étudié par Darwin, c'est le sourire. Et le plus bel exemple, c'est le sourire de Bouddha, qui vient du musée Guimet, celui-ci. C'est un Bouddha khmer du XIIe siècle, que je trouve absolument sublime, tellement il reflète cet état de sérénité absolue, de paix intérieure, que nous avons lorsque nous manifestons notre « je suis ». Alors, il vous reste à choisir qui vous voulez être et à vous engager. Il n'y a pas besoin d'attendre d'être au but et d'être parfait. Il y a juste à faire chaque jour un petit pas de fourmi et s'engager sur ce chemin. Et si vous êtes déjà sur cette conférence, c'est qu'il y a quelque chose qui vous appelle et que vous êtes déjà en chemin. Parce qu'on ne vient pas sur ce genre de conférence par hasard. Vous êtes sur ce chemin qui conduit à l'éveil et chaque jour, vous découvrez que le bonheur, c'est le chemin.
Chaque jour, c'est un petit pas plus un petit pas. C'est plein de petites réussites que vous valorisez et la vie vous accompagne. Et vous découvrez que dès l'instant où vous vous engagez, au début, vous hésitez, vous avez un peu peur. Et puis, d'un seul coup, tout se met en route. La vie vous accompagne, elle s'engage à vos côtés. Et il vous arrive plein de choses qu'on appelle des synchronicités, qui ne se seraient pas passées autrement et qui viennent à vous et qui vous aident, et les rencontres qu'il faut au moment où il faut, et les budgets qu'il faut au moment où il faut, et la solution qu'il faut au moment où il faut. Plein de rencontres, d'assistances, d'incidents fortuits qui viennent éclairer votre chemin et vous n'auriez pas pu rêver mieux. Alors engagez-vous et commencez. Et rayonnez, manifestez qui vous êtes vraiment maintenant. Choisissez ce chemin et je suis sûre que vous y êtes déjà. Alors, just do it now. Voilà, on a terminé cette conférence. Et donc, je vais regarder, je vais reprendre la page avec s'il y a des questions. Voilà. Quel est le lien entre le travail de Monroe? Alors, je connais bien le travail de Monroe, je connais un petit peu le travail de Corinne Sambrin, mais comme je n'ai jamais travaillé avec elle, il m'est difficile de parler sans dire d'erreur. Corinne Sambrin a travaillé avec les chamans, et donc dès l'instant où on part en transe, où on travaille avec les chamans, on vit des états d'expansion de conscience, bien sûr. Donc je pense que Corinne Sambrin doit faire un travail en état d'expansion de conscience. Mais comme je n'ai jamais travaillé avec elle, je ne me permettrai pas de donner un avis. Comment fait-on pour voir la souffrance de ceux qui sont si éloignés de tout? Ça, sans rien pouvoir faire. Vous ne pouvez pas être le sauveur. Seule la personne en souffrance peut se sauver elle-même. Vous ne pouvez que lui donner de l'amour et de la lumière, mais vous ne serez pas son sauveur. Commencez par vous sauver vous-même, à faire le chemin, à être un témoin rayonnant, et vous permettrez aux autres d'avoir envie de faire comme vous. Ne risque-t-on pas de se percher? Quand on part en expansion de conscience, on est perché. L'important, c'est de revenir et de bien garder les pieds sur terre. Moi, j'ai cette chance d'avoir cette formation de médecin au départ, d'avoir bien les pieds sur terre, d'essayer toujours de faire les ponts entre la science et la conscience. Mais c'est vrai que le risque, on peut se percher. Et si on ne redescend pas comme il faut, eh bien, on peut être un peu perché, même se casser la figure quand on sort dehors, ou se tromper de ligne de métro quand on sort de séminaire si on n'est pas bien ancré. Mais nous, nous veillons sur nos séminaires à être bien ancrés à la sortie. Voilà. Alors, pour les gens qui demandent s'il y a un replay, oui, il y a un replay parce que cette fois, j'ai réussi à enregistrer et il sera donné pour toutes les personnes qui se sont inscrites. Vous le recevrez par mail. Je me sens bloquée dans ma vie et très angoissée, ben, ce travail pourrait réellement vous aider. Ça, c'est sûr, parce que tout ce qui est blocage, angoisse, ça trouve son origine dans notre histoire. C'était merveilleux, crainte de trouver la vie fade. Mais la vie, elle est merveilleuse, elle n'est pas fade. Après avoir exploré les états d'expansion de conscience, on est de plus en plus dans la joie, de plus en plus engagé dans la vie, on est de plus en plus enthousiaste. Ça n'a rien de fade, croyez-moi. Voilà, merci pour vos messages. Conférence incroyable. J'ai fait le... Ah, qui est-ce là? Oui, Hélène, tu étais sur le séminaire de 2 jours, je me souviens très, très bien. Et donc, et alors, bonheur de t'écouter en plus de la magnifique expérience que j'ai vécue. Le docteur Charbonnier, je ne sais pas, non, transcommunication hypnotique. L'hypnose est un état d'expansion de conscience. Je ne connais pas le docteur Charbonnier, j'en ai entendu parler. Donc c'est pareil, je ne peux pas me permettre de porter des remarques sur quelque chose que je ne connais pas, que je n'ai pas pratiqué. Ah, bravo si vous méditez tous les jours, c'est magnifique, les pratiques vous aident à vous recentrer. La liberté est au bout du chemin, mais la route est douloureuse et on ne peut plus faire demi-tour une fois qu'il est entamé.
Non, se déprogrammer, c'est pas très difficile. Et la route, elle n'est pas douloureuse. Au début, un peu, parce qu'on va chercher les mémoires, mais très vite, on évolue. Tous mes stagiaires vous le diront, ils évoluent vite et bien, ils changent leur vie. Et ils changent tellement leur vie qu'après, il y a leurs femmes, leurs enfants, leurs parents qui viennent. Vous verriez, à chaque séminaire, c'est impressionnant. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Intéressant. Voilà. D'accord, je lis. Merci, je vous remercie tous pour votre enthousiasme. Votre ostéo vous a dit, je ne suis pas ancrée, que mon âme est au-dessus de ma... Non, votre âme, elle n'est pas au-dessus de votre tête, votre âme, elle est en vous et à l'extérieur de vous. Mais si vous n'êtes pas ancré, il faut redescendre dans votre corps. Je vais vous donner quelques petits trucs pour travailler l'ancrage et la reconnexion à votre corps. Vous êtes trop, ça veut dire que vous êtes trop dans votre tête, que vous avez un mental prédominant et il va falloir travailler à reconnecter votre corps et vos pieds dans la terre. Comment fait-on? Alors, pour s'enraciner, on peut taper des pieds, faire de la corde à sauter, aller marcher dans l'herbe, dans la terre humide, dans le sable, les pieds nus. On peut prendre son téléphone, se mettre des petits bips, 3-4 bips dans la journée, et quand le téléphone fait un petit bip, vous arrêtez tout ce que vous faites. Et vous vous posez la question, comment je me sens? Dans quelle posture est mon corps? Est-ce que j'ai des tensions et à quel endroit? Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Est-ce qu'elle peut se calmer? Est-ce que je peux ressentir? Est-ce que j'ai des émotions? Est-ce que je suis speedée? Est-ce que je suis angoissée? Est-ce que je suis joyeux? Est-ce que je suis triste? Faire ça régulièrement va vous ramener dans votre corps et vous permettra d'être beaucoup plus ancré. Voilà. Merci, je travaille sur moi 3-4 ans maintenant. Voilà, superbe. Quel bonheur d'être perché dans ces conditions. Ben oui, perché, on y va, mais on n'y reste pas. L'objectif, c'est de ramener cette conscience du je suis, cette expérience du je suis dans la vie quotidienne, donc en étant bien dans son corps et bien les pieds par terre. Oui, Astrid, vous allez retrouver la conférence, je vais la faire en live, je me déplace à Salon de Provence. Malheureusement, c'est une petite salle. Les séminaires, alors je vais tout de suite répondre. Les séminaires, il faut commencer par le 2 jours. Ils ont lieu à Paris et à Aix-en-Provence, exactement dans le village de Cadenet, qui est à une vingtaine de minutes du centre d'Aix-en-Provence. Nous avons un lieu magnifique avec une salle extraordinaire et à Paris et à Cadenet. Et donc, les prochains séminaires sont complets. Il faut attendre maintenant fin janvier, je crois que c'est 28-29 janvier pour Paris, et ça doit être 12 et 13 autour de février pour Aix-en-Provence. Toutes les dates sont sur mon site internet à calendrier. Vous trouverez. Oui, je pratique. Quelqu'un me demande si j'ai pratiqué l'hypnose. Bien sûr, je pratique l'hypnose. Voilà. Bravo de méditer. Je suis au séminaire en juillet. J'ai surtout retenu l'énergie de feu que je pratique. Très bien. Merci beaucoup pour toutes ces infos. Merci, merci. Prochain séminaire. Donc là, ils sont complets. Il faut attendre janvier et février et aller voir sur mon site internet. Vous tapez juste mon nom, vous allez arriver direct. Et calendrier, vous serez direct sur le calendrier. Hypnose régressive ésotérique. J'ai jamais fait d'hypnose ésotérique. Je ne sais pas ce que vous appelez par là. Hypnose régressive, je connais, mais ésotérique, je ne connais pas. J'aimerais participer. Voilà, ben, vous êtes bienvenus au séminaire et je serais ravie de vous accueillir. Et donc, après cette conférence, vous allez recevoir un mail de mon équipe Marion et Cérine qui vont vous envoyer un petit mail avec le lien du replay que vous allez trouver, le PowerPoint et les dates des prochains séminaires. Et suivez sur Facebook mon activité, toutes les conférences y sont annoncées
et je vais en faire pas mal. Et surtout, là, je vais faire des sujets que je n'ai pas souvent traités parce qu'on me le demande beaucoup sur les pouvoirs de domination et puis et parentaux. Et puis, je vais faire aussi une belle conférence sur l'intégration du masculin et du féminin, la relation de couple, parce que c'est vraiment un vaste sujet également. Des astuces pour se rapprocher du lâcher-prise. Ben, comment est-ce qu'on lâche prise? Ça, c'est intéressant pour tout le monde. Comment est-ce qu'on lâche prise? Lâcher prise, ça veut dire j'accepte ce que j'ai à vivre. Je ne vais pas entrer en résistance, je ne vais pas me battre contre parce que je suis en difficulté. J'accepte. Si j'ai ça à vivre, c'est que quelque part, je l'ai créé. Donc, j'accepte. Mais comme c'est dur à accepter, je respire au travers. Le fait de respirer, ça va ramener le centrage. La troisième étape, c'est je fais confiance à la vie. La vie veut le meilleur pour moi à chaque instant. Et la dernière étape, c'est je donne le meilleur de moi-même. Ainsi, on résume le lâcher-prise. J'accepte, je respire au travers, je fais confiance à la vie et je donne le meilleur de moi-même. Et tout devient facile dès l'instant où on lâche prise. Ça demande un petit apprentissage, mais c'est absolument génial. La vie devient facile. Voilà. Merci, merci. Merci pour tous vos messages. Je suis remplie de gratitude pour tous ces messages, tous gentils. Voilà, le lien. Donc, vous allez le trouver, je vais vous... Le lien du site, vous tapez mon nom sur Internet, il n'y en a pas beaucoup des Catherine Henri Plissier, je crois même qu'il n'y en a qu'une actuellement. Détaillé, voilà. Je te vois. Ah, super, bien quelqu'un qui vient le 19 novembre à Aix, le séminaire est archi complet. Voilà. Merci beaucoup. C'est toujours une joie d'entendre, de faire une mise à jour, ramener l'amour à moi. Merci tout plein et à bientôt. Gratitude. C'est moi qui suis remplie de gratitude. Voilà, mille merci. Voilà, Jean-Marie, ma petite Marie qui est assistante sur le parcours. Magnifique Marie. Et Marie-Hélène, à bientôt avec Joie Paris. Je ne sais pas quelle Marie-Hélène c'est, mais en tout cas, plein de bisous à Marie-Hélène. Voilà. Corinne, voilà. Marie-Lou, que je vois à Aix prochainement. Je suis toute contente de vous accueillir, Marie-Lou. Vous êtes bienvenue. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Merci infiniment. Voilà. Eh bien, j'ai répondu à tous. Donc, n'oubliez pas, vous avez envie de faire l'expérience en toute sécurité et de revenir bien dans votre corps, bien ancré, bien les pieds sur terre, eh bien, venez essayer avec nous pour le séminaire. Il s'appelle l'Initiation aux états d'expansion de conscience. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse soirée, une douce nuit. Et puis, je vous donne rendez-vous pour les prochaines conférences. Il y aura d'autres sujets et elles seront annoncées sur la page Facebook, par le mailing. Si vous vous êtes inscrit, vous allez entrer dans le mailing. Si vous ne le souhaitez pas, dites-le nous, vous serez rayé et vous recevrez toutes ces informations. À très bientôt et de tout cœur, je vous embrasse, je vous fais un énorme chaud doudou, merveilleuse nuit à tous, à bientôt. Allez, au revoir et je vais couper. Voilà, arrêtez le partage. Voilà, fin.